Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur les résultats financiers d'Apple en baisse, moins 7,5 milliards de dollars lors du dernier trimestre. Alors Apple est-elle en danger? Peut-elle encore innover sur le front des smartphones? Élément de réponse avec le G5, le téléphone modulaire de LG que nous avons en exclu en plateau afin de le comparer à l'iPhone 6S. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans le studio de Dailymotion qui nous accueille chaque semaine et nous diffuse en exclusivité. Vous en avez l'habitude tous les vendredis soirs, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui apparaît au sommet de l'écran. Également, vous pouvez nous retrouver en podcast si vous nous aimez nous podcaster en HD sur iTunes. C'est également une version audio si vous voulez nous écouter dans les oreilles le dimanche matin en faisant le jogging. Et puis, vous nous retrouvez également sur notre site internet www.onrefaitlemac.com. En plateau avec moi pour parler des résultats d'Apple, mais également du futur des smartphones, l'anthropologue du Mac, mais également le Benjamin de cette émission, Paul Rony. Bonjour Paul. Salut Paul. Olivier. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Paul? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi? J'attendais que tu aies fini ton sommaire, donc je faisais un petit tour de montagne russe. D'accord, c'est le nouveau casque de réalité virtuelle qui est de LG, c'est ça? Ouais, qui se branche en USB-C sur le G5. Voilà, donc le G5, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. On essaiera ensemble de voir quelles sont les pistes pour innover du côté des smartphones. LG propose un téléphone modulaire, on y reviendra en détail. Autre invité en plateau, c'est une première, Thierry Dierouet. Bonjour Thierry. Et bonjour à tous. Thierry, bonjour Olivier. Tu es consultant, c'est comme ça qu'on te définit aujourd'hui. Absolument, oui. Les vieux briscards de la presse high-tech, donc c'est pour ça qu'il est avec nous. Oui, vieux briscard comme moi, regarde, on s'est resté jeune, le maquillage aide bien. Merci à les équipes de Dailymotion pour commenter bien sûr l'actualité du mobile. Il est bien placé. Autre habitué de l'actualité du mobile via son site servicemobile.fr, il s'agit de Christophe Romeilly. Bonjour Christophe. Salut Olivier. Comment ça va? Excellent, très bien, merci de m'inviter. Tu es où Christophe? Fais-nous un peu rêver. Tu es où là? On te vend... Nous, on est en Non, plateau je suis à Paris. Nantes, je suis pas au bord des Sables d'Olonne comme il y a quelques mois. Bon, c'est pas mal non plus Nantes. Hein, Ouais, bon, excellent. service mobile en quelques mots? Service mobile, ça couvre l'actualité de l'industrie depuis 2005, l'industrie du mobile. Merci Christophe. Autre habitué d'On refait le Mac, vous en avez l'habitude, notre spécialiste de l'actu du mobile, du site L'Argus du mobile, Driss Abdi. Bonjour Driss. Salut Olivier, Je t'ai pas appelé spécialiste. Chris, ça va, tout va bien. Ça va bien? Écoute, super. Tu es sur des charbons ardents, tu es prêt à partir d'après ce qu'on m'a souffle dans l'oreillette. Hein. Exactement, je Voilà. suis en stand-by là. Voilà, il faut dire que son épouse attend un heureux événement, donc félicitations en avance et j'espère qu'au Merci. moment où l'émission sera diffusée, il y aura un nouveau membre de la famille qui devrait montrer le bout de son petit nez. Voilà, félicitations. On va commencer, si vous voulez bien, par parler du premier sujet de l'émission, à savoir les résultats financiers d'Apple, tout de suite avec le chiffre de la semaine de Paul Rony. Alors, le chiffre de la semaine avec Paul Rony, quel est donc le chiffre cette semaine? Cette semaine, c'est 7,5 milliards, moins 7,5 milliards de dollars. C'est la baisse du chiffre d'affaires d'Apple. Au Q2, donc au deuxième trimestre de fiscal 2015, il atteignait 58 milliards de dollars. Cette année, il plafonne à 51 milliards de dollars. Alors, si on n'est pas encore dans ce qu'on pourrait appeler la tourmente, c'est une baisse significative et surtout, c'est la première en 13 ans. Oui, c'est la première fois en 13 ans qu'Apple enregistre une telle inflexion de son chiffre d'affaires, près de 10,5 milliards de baisse, hein, c'est pas rien. Alors évidemment, ça a beaucoup fait commenter sur les réseaux sociaux, les principaux analystes, et bien sûr, la bourse a beaucoup sanctionné Apple. Apple met en avant la force du dollar, qui c'est vrai, a tendance à ralentir les ventes d'Apple. Mais ce qui est pointé du doigt, Paul, de manière générale, c'est la faiblesse du marché chinois chez Apple. Hein. C'est ça. Alors, Tim Cook a parlé de problèmes macroéconomiques, sous-entendu la baisse de la croissance chinoise, le fait que l'Inde, qui serait le nouveau relais de croissance d'Apple, n'avait pas encore commencé à monter, que les Indiens n'avaient pas encore les mêmes capacités d'achat que les Chinois, le fait qu'en Europe, la crise se poursuit également. Il a un peu accusé tout et n'importe quoi pour justifier cette baisse. Ouais, moins 26% de baisse rien qu'en Chine, donc qui était jusqu'à maintenant le moteur de la croissance d'Apple. Effectivement, donc si les ventes en Chine ralentissent, on peut s'attendre logiquement à ce que les ventes d'Apple soient également
en pâtissent, mais ça baisse partout, hein, pour que ça soit aux Ça baisse États-Unis, partout. en Europe. En Europe, on est les moins touchés, on perd que 5%, mais bon, on est un plus petit marché, on est à peu près, on représente 12%, je crois, du marché d'Apple, un peu plus. Ouais. Donc la baisse est forcément moins étonnante. Alors que maintenant, les deux piliers de la croissance chez Apple, c'était l'iPhone en tant que produit et la Chine en tant que marché. Et là, les deux sont malheureusement un petit peu, se sont pris un gadin ce trimestre. Ouais. Alors, souvenez-vous que Tim Cook a annoncé il n'y a pas encore très longtemps qu'à terme, les ventes en Chine seraient supérieures aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le premier marché chinois. Et tu le disais, Paul, l'Inde devait être le relais de croissance, ce qui est loin d'être le cas. Il est vrai que quand on voit le positionnement tarifaire d'Apple et quand on voit le ticket d'entrée des téléphones en Inde, on peut légèrement sourire sur la capacité d'Apple à trouver un marché de masse en Inde, du moins à court terme. Il faut attendre que les classes moyennes aient les capacités de se payer un iPhone, ce qui n'est pas gagné. Thierry, en plateau, ces chiffres t'étonnent, t'inquiètent concrètement. Apple va-t-il mourir? Non, il se porte bien, hein. Ce qu'il faut voir un peu sur le marché chinois, par exemple, c'est que c'est un marché qui est arrivé à maturité aujourd'hui. Il y a a priori 94,5% de la population chinoise qui serait équipée d'un mobile, Ouais. donc théoriquement d'un smartphone. Et pour ce qu'on rappelle de l'Inde, dans ce pays, le pouvoir d'achat est nettement plus faible. Ouais, et quand voilà. on dit plus faible, c'est effectivement sur des matériels d'entrée de gamme. Et puis en plus, surtout, il y a quelque chose qui est un peu sociologique, c'est qu'en Inde, ça valorise absolument pas l'utilisateur d'utiliser un produit haut de gamme. Ouais, Donc pas voilà. l'attraction de la marque comme on peut l'avoir en Chine, où les gens veulent s'acheter. Donc il y a des un comportements produit, qui sont complètement très différents, voilà, d'un pays à l'autre, et ça, faut en tenir compte. Puis le marché, on va pas faire, on va pas faire la sociologie du marché indien, mais c'est vrai que le marché indien est très particulier avec cette distribution, avec ses castes, donc c'est un marché très compliqué à attaquer. Hein. Et cette baisse illustre une baisse générale du marché, hein, d'environ 3% du marché des smartphones là sur ce trimestre dernier. Et c'est assez marrant parce qu'on a vu d'autres marchés par le passé s'essouffler moins vite. Là, il aura fallu un peu moins de 10 ans pour arriver aujourd'hui à ce que pour une première fois, un marché aussi important que le marché des smartphones s'essouffle, avec quand même 6 ou 7 milliards d'individus connectés à Internet. Ouais. Donc bon, voilà, Ouais, donc il reste encore des marges de progression. Heureusement mais... pour Apple, il y a un fort taux de renouvellement possible, mais on va en parler dans la partie iPhone. On reste sur le côté chiffre d'affaires. Tu le disais, Paul, le marché a fortement sanctionné Apple. Rien que la journée de l'annonce des résultats financiers, enfin le lendemain, Wall Street a sanctionné donc Apple avec moins 8% de baisse sur l'action Apple. Ça représente quand même une perte de 46 milliards de la capitalisation boursière, ce qui est considérable. Je vais me tourner vers Christophe ou il y a Driss à l'écran. On va rester sur Driss. Quelle est ton analyse? Est-ce que tu es spécialement inquiet? Est-ce que ce chiffre, d'abord, t'a surpris? 13 années quasi sans baisse du chiffre d'affaires. Il n'y a pas à Paris en demeure. Hein. 51 milliards, ça reste encore fort honorable, hein, comparé à d'autres géants de la tech qui, eux, font aussi grise mine. On pense à Microsoft ou encore Samsung. Hein. Ou encore Intel, là, qui vient d'annoncer également qu'il envisageait de sortir du marché de la téléphonie mobile et qui licencie à tour de bras. Là, on n'en est pas encore là, hein, 50 milliards. Enfin, bon, je ne sais pas pour toi, mais je connais plein de boîtes qui aimeraient faire un tel CA. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui, tôt ou tard, forcément, quand tu es au top, tu redescends. Pourquoi on s'y attendait? C'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on en attend toujours plus de nos iPhones. Et là, récemment, aussi bon soit-il, l'iPhone SE, par exemple, tu as un peu l'impression que c'est du recyclage de différents éléments. Un iPhone 6 par ici, un iPhone 5S par là. Il y a beaucoup de choses qui sont attendues au niveau de l'iPhone. Parallèlement, tu as un marché qui est très compétitif. Tu as des marchés, comme disait Thierry, qui ralentissent, typiquement la Chine. Et finalement, tous ces facteurs mis bout à bout font que, je n'ai pas envie de dire qu'il y a un désamour, mais tu as une offre à côté qui devient pertinente. Et quand le marché ralentit et que tu as une offre qui est plus large, bah forcément, si ton produit n'est pas aussi novateur que ce qu'il était auparavant, bah les clients vont voir ailleurs. Il y a une chose, moi, que je voulais préciser quand même, c'est que on dit tous que va-t-il advenir du prochain iPhone. J'ai lu ici et là, selon les rumeurs, que l'iPhone 7 n'allait pas non plus rompre, ça n'allait pas non plus être l'innovation folle. Récemment, Apple a quand même annoncé avoir augmenté ses dépenses en recherche et développement à plus de 2,5 milliards de dollars. Donc, bon, il
prennent les choses en main, mais a priori, ce ne sera pas avant le 7S. Christophe, ta réaction à cette annonce d'Apple, toi qui es un fin observateur du marché de la tech et du mobile en particulier, on le soulignait, c'est plutôt tous les constructeurs rencontrent des difficultés. Là, il ne s'agit pas de perte, hein, mais un ralentissement. Oui, un ralentissement. Il ne faut pas oublier que même si ses profits chutent aujourd'hui, c'est quand même une entreprise qui fait pas loin de 10 milliards de dollars. Et je pense qu'il y a beaucoup de firmes dans le monde qui aimeraient faire ce type de profit. Après, il faut bien comprendre que il est sur un marché de niche, hein. On est dans du très haut de gamme. Un smartphone aujourd'hui, enfin les derniers, c'est entre 700 et 1000 euros. Si on compare au commerce traditionnel, quand vous faites du luxe, du haut de gamme, vous touchez une niche, un quart de la population, hein, et trois quarts. Et voilà, donc peut-être que Apple arrive à ne plus stimuler les marchés comme les États-Unis, l'Europe et effectivement la Chine, où là, le marché du luxe arrive au taquet. Donc, comme a dit Paul, c'est vrai que le marché de l'Inde est en pleine évolution et je pense qu'il mise de grandes choses sur ce marché. Je veux rappeler quelques chiffres, j'avais fait quelques recherches en amont. En fait, en 2015, Apple a vendu pour la somme de 159 milliards donc, de ses téléphones haut de gamme. Les marchés milieu de gamme représentent un peu moins de 6 milliards de dollars. Donc, il y a une grande ouverture sur ce marché milieu de gamme et je pense qu'ils vont se positionner là-dessus fortement dans les mois qui arrivent. Ouais, toi, tu paries donc sur la descente en gamme, en clair, d'Apple. La difficulté, c'est que si tu descends en gamme, tu risques d'abîmer. Hein. On l'a vu, Paul, avec l'émission avec notre ami Jean-Louis Gasset, voilà, j'y suis arrivé, où il y a un risque, lorsqu'on descend en gamme, d'abîmer la marque et de faire que l'image premium de la marque qui pousse les ventes risque de disparaître. Donc l'enjeu, c'est comment offrir des produits abordables, relativement abordables, sans abîmer la marque. C'est l'enjeu pour Apple dans les prochaines années. Vous le disiez, chers amis et chroniqueurs, en préambule, ce qui est pointé du doigt aujourd'hui sur les résultats en difficulté d'Apple, c'est bien sûr les ventes de l'iPhone qui est en baisse. On va en parler maintenant, on va essayer de faire le bilan des ventes de l'iPhone en détail avec Paul. Alors Paul, on le disait à l'instant, c'est la première fois depuis le lancement de l'iPhone que d'une année sur l'autre, les ventes baissent. Les ventes de l'iPhone baissent. Alors comment on peut expliquer ce ralentissement ? Alors en fait, on peut expliquer ce ralentissement notamment du fait que l'iPhone 6 a rencontré trop de succès, entre guillemets. C'est-à-dire qu'Apple a tellement tardé à intégrer des grands écrans à ses téléphones qu'il y avait une demande énorme et qu'ils ont pu taper dans cette demande et surperformer. C'est ce qu'on voit dans ces chiffres. Donc, au deuxième trimestre 2014, on était à 43,72 millions d'unités vendues. Au deuxième trimestre 2015, à plus de 61 millions d'unités vendues. Et cette année, énorme, hein. Énorme. Et cette année, on est à 51 millions. Mais ce qu'on voit, c'est que si on retire l'iPhone 6, qui est une espèce d'épiphénomène dans la gamme Apple, on est toujours en progression. C'est l'argument de Tim Cook. C'est-à-dire que l'iPhone 6S suit malgré tout une légère progression. C'est l'iPhone 6 qui a vraiment été un pic. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, si on compare les ventes de l'iPhone 6S par rapport à l'iPhone 5S, elles sont en progression. Et c'est vrai que l'iPhone 6 a été un gros succès, Thierry, parce qu'il introduisait pour la première fois, c'est presque 5 ans qu'on attendait l'arrivée d'un grand écran dans la gamme Apple, notamment pour adresser les marchés asiatiques où là-bas, s'il n'y a pas de grand écran, c'est quand même assez compliqué de se positionner, notamment en Chine. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Tim Cook et au-delà celle de Paul, à savoir que si Apple est en difficulté, c'est qu'il a surperformé l'année dernière parce que tout le monde attendait un iPhone avec un grand écran et que cette année, effectivement, c'est une année intermédiaire. Et la version S apporte moins d'innovation forcément. J'aurais du mal à contrarier Tim Cook. Hein. Mais tu peux peut-être contrarier Paul. Mais je peux essayer de contrarier Paul. Ouais. Je peux simplement dire que le souci actuel d'Apple, c'est un problème de positionnement de ses produits. Quand on regarde un petit peu la gamme telle qu'elle est dessinée aujourd'hui, il y a cet iPhone 6 qui est vraiment quelque chose qui est incompréhensible par rapport au 6S. On voit le 6SE qui est plus puissant que le 6. Donc les cartes sont un peu brouillées aujourd'hui. Parlant en termes de gamme, hein, c'est un vrai problème récurrent chez Apple. On l'a vu sur l'iPad, on le voit sur le Mac. Et donc ils ont toujours du mal à descendre en gamme. Ils ont en tendance trop fortement augmenter leurs tarifs aussi. Donc il faut voir à chaque fois, ils ont toujours ajouté un petit billet de 100 € comme ça qui glisse ici et là. Donc ils savent monter en gamme, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils doivent décliner, ils ont quelques doutes et puis surtout quelques synchronisations. Alors on va essayer peut-être de temporiser cette synchronisation. C'est aussi une capacité de production qu'il faut aujourd'hui être capable d'alimenter. On regarde aujourd'hui, on va sans doute être surpris
par les ventes du SE, je pense, au troisième trimestre. Ouais, elles sont pas dans les ventes de ce trimestre-là, puisque Je pense que ça va faire un carton a parce été que annoncé en fin de trimestre. parce que mine de rien, une fois encore, c'est pas forcément un marché qui est drivé par des specs, mais qui est drivé par une attente par rapport à un produit et puis un positionnement prix. Et le positionnement prix, par exemple, du S est juste stupide par rapport à ce qu'ils offrent. Mais bon, d'un autre côté, ils ont aussi un outil industriel. Donc c'est avec ça qu'ils doivent essayer aujourd'hui, je pense, de jongler. Ce qui explique que parfois qu'on est surpris par le positionnement des iPhones, puisque et surtout par leur temps de réaction. Ils réagissent plus assez vite. Vous attendez du marché. Ouais. On l'avait déjà vu avec les grands écrans. Ils ont vraiment. Souviens-toi même de la publicité qu'ils avaient diffusée à l'époque où ils disaient mais non, regardez, avec un petit écran, c'est quand même mieux. On peut piloter plus facilement avec une seule main son téléphone. Finalement, ils sont revenus sur leur déclaration pour adopter les standards du monde Android. Driss, tu es d'accord avec l'analyse de Paul et au-delà de Thierry? Est-ce qu'on peut parler de flop de l'iPhone 6S? Je ne sais pas si on peut parler de flop. Moi, je rejoins, c'est vrai, ce que disait tout à l'heure Paul, dans le sens où quand tes ventes cartonnent et que tu sors un produit qui est dans la continuité, qui est beaucoup plus cher, forcément, je ne sais pas si tu es très tenté. Et ce n'est pas évident de maintenir le même niveau de résultat d'une année sur l'autre. Non pas que le 6S soit un mauvais téléphone, encore une fois, mais comme je le disais tout à l'heure, on a une offre, une concurrence aujourd'hui qui, pour moins cher, te donne la même chose. Enfin, on en parlait lors de la précédente émission. Tu as le LG G5 dont on va parler tout à l'heure. Tu as le Galaxy S6 qui, bon, pour le coup, n'est pas moins cher du tout. S7 maintenant. S7, pardon, autant pour moi. Et donc voilà, et encore une fois, moi, ce que je regarde, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de monde, hein, on entend autour de nous, qui sont attirés par les produits Android. La conjoncture est ce qu'elle est, je ne sais pas, mais tout le monde n'est pas en mesure de dépenser 1 000 € pour un smartphone, même si bien entendu, on peut l'acheter en subventionné. Et encore une fois, ce qui va driver, c'est d'une part l'innovation, certes, mais également ce prix. Le prix et le prix de l'iPhone aujourd'hui, est-ce qu'il est justifié? Pas forcément. Vous le disiez également, le SE ne rentre pas dans les résultats les derniers résultats trimestriels d'Apple. Si on en croit les dires de Tim Cook, le téléphone cartonne, bon, il ne va pas dire le contraire non plus. Ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. Donc, on revient dans le modèle habituel, ce qu'on avait l'habitude de voir avec l'iPhone. Donc là, oui, les temps sont durs et encore une fois, écoute, pour essayer de relancer la machine, il faut redonner envie. Ouais, surtout qu'on a vu, pour rebondir sur ce que tu disais, Driss, du côté des constructeurs chinois, notamment Huawei, qui a présenté un nouveau modèle haut de gamme qui est le P9, avec un partenariat qui a fait beaucoup couler d'encre avec Leica notamment. On aura l'occasion d'y revenir, de le présenter dans cette émission ultérieurement. Donc on voit aussi que les constructeurs chinois, Driss ou peut-être Christophe, se positionnent aussi sur un marché premium, là où la croissance d'Apple était jusqu'à maintenant la plus forte, et ça peut expliquer aussi le ralentissement d'Apple en Chine, Driss ou Christophe. C'est complètement fou, hein, ce que font les constructeurs chinois. Quand tu vois un Xiaomi qui te sort un téléphone, un clone de l'iPhone à un prix défiant toute concurrence. Quand tu vois donc Xiaomi, quand tu vois, tu viens de le dire, Huawei qui arrive avec une proposition, le P9 avec un double appareil photo, un partenariat avec Leica. Pour le coup, c'est pas que du blabla marketing, hein, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais citer? Honor aussi, qui font des téléphones de folie à des prix, mais c'est juste hallucinant, quoi. Ils maintiennent un positionnement. Donc voilà, ils sont chez eux. Bon, déjà, tu as aussi le fait qu'ils soient chez eux, donc les Chinois vont peut-être. Ils privilégient les marques nationales. Exactement. Mais au-delà juste de ce simple facteur, y compris dans nos contrées aujourd'hui, c'est la proposition. Il y a une vraie proposition. Si tu veux, on est très loin de ce qu'on avait il y a quelques années, tu sais, où en entrée milieu de gamme, t'en avais pour ton pognon, hein, si je puis dire. Les trucs étaient en plastique, c'était pas non plus. Il y a des franges différences, c'est vrai, qui sont moins marquées aujourd'hui. Aujourd'hui, très honnêtement, moi j'ai vu des trucs même aux alentours de 100 €. Alors toute proportion gardée, hein, on s'emballe pas, mais même pour 100 €, t'as pas du tout la même chose que ce que tu avais il y a 3 ans. Les produits sont qualitatifs, les produits sont performants. Et donc, le gros du marché, j'étais en train de chercher ce chiffre-là quand tu m'as posé la question.
Ouais. Je vais le vérifier, mais en gros, je crois que le gros du marché, hein, c'est 80%, c'est moins de 300 € quand même. Ouais. Donc, effectivement, est-ce que l'iPhone SE, précisons-le, quand même, c'est quand même l'iPhone le moins cher aujourd'hui. Ouais. Mais il reste cher. Même s'il reste, Il cher, reste puisqu'il cher, on est il bien juste sur la d'accord. barre des 500 €, Exact. je crois. Mais il faut quand même C'est- rappeler hein, quand même deux chiffres qui sont importants pour remettre en perspective quand même le marché d'Apple. Tu me coutirais si je dis des bêtises. D'une part, c'est la marge d'Apple qui reste quand même un taux très élevé, hein, 39% de marge. C'est considérable, c'est du jamais vu pour un constructeur high-tech. Et au-delà, même jamais vu pour un constructeur de luxe. Il faut savoir qu'une marque comme Louis Vuitton ne marche pas à cette hauteur-là, hein, voire un Yves Saint Laurent, voire un Hermès, donc ça laisse un petit peu rêveur. Et puis un autre chiffre, mais je suis en train de le perdre, mon fil. Tous les bénéfices du marché du mobile arrivent dans la poche d'Apple. Je ne sais pas si c'est Voilà, celui-là que tu c'était cherchais, ça, mais mon deuxième Apple chiffre. capte Merci. 91% des bénéfices du marché mobile, ce qui est quand même énormissime. Donc, même s'ils vendent moins d'iPhone, en gros, les deux seules marques qui font de l'argent, c'est Apple et Samsung. On connaît tous Parce qu'ils sont ces sur le chiffres. premium. Voilà, ils sont C'est sur le pour ça premium. que les Chinois aujourd'hui attaquent le premium aussi. Donc Voilà. c'est là peut-être oui, le danger on comprend pourquoi un Huawei notamment se positionne sur ce créneau. Les autres constructeurs, c'est dingue, perdent de l'argent. Il y a plus de, Oui, la plus de course au- 100% c'est une guerre de prix. de bénéfices dans le marché du mobile. Ouais. Ceux au-delà des 100%, en fait, perdent de l'argent. Pour Puis conclure, Apple, et puis Apple sait se renouveler, notamment sur le modèle à l'achat, en innovant avec des tarifs qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on connaît, notamment par le fait d'abonnement. Ouais. Et ça, on ne l'a pas encore vu en France. L'iPhone Upgrade. Mais Program. l'iPhone qui est à quoi enfin, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est moins de l'équivalent de 20 $ par mois pour disposer d'un appareil qui est en location, en permanence en location achat. Ouais. renouvelé. Et ne pas oublier non plus qu'Apple est une société de service et qui se distingue de ses autres compétiteurs par cet aspect-là. Ouais. Voilà. Donc, il y a un lien fort. Ouais, ça c'est un point important, effectivement. Je pense que des fois on peut oublier, donc on parle beaucoup de form factor, d'innovation sur le mobile. Alors c'est vrai ce qu'a dit Driss, hein, c'est évident, beaucoup de grandes marques qui viennent d'Asie ont fait des choses superbes. Hein. On le voit au Mobile World Congress quand on a les outils dans les mains. C'est des super smartphones. Ceci dit, le service qu'offre Apple à l'intérieur de son iPhone est optimum. Enfin, je ne veux pas dire que c'est le must, mais ça l'est parce qu'il y a des promesses fortes chez LG, chez Huawei, chez Samsung, mais voilà, sur pas mal de services, ça reste bien loin de chez Apple. C'est d'autant plus vrai parce que hein. ouais, c'est d'autant plus vrai, Christophe, qu'Apple est l'un des rares constructeurs à proposer, si ce n'est l'unique constructeur à proposer son propre système d'exploitation iOS. Et c'est peut-être là-dessus où il fait encore la différence. L'enjeu pour Apple, effectivement, c'est que lorsqu'on allume un iPhone, pas simplement par la qualité de fabrication ou le design, parce qu'on voit que là, les progrès sont réels, qu'iOS propose une réelle valeur ajoutée, c'est l'enjeu pour l'avenir. On va voir dans quelques semaines avec la WWDC, la conférence des développeurs Apple avec la nouvelle version d'iOS. On verra dans un instant ce que propose la concurrence avec le LG. Dernier mot pour conclure sur l'iPhone. De manière générale, messieurs, la bourse a sanctionné Apple parce qu'on entend dire depuis des mois maintenant que Apple est trop dépendant des ventes de l'iPhone. Près de 70% de son chiffre d'affaires dépend de l'iPhone. Est-ce que ça représente pour vous un danger? On avait posé la question à Jean-Louis Gasset, qui est un fait observateur lors de l'émission des 40 ans. Il avait gentiment souri en disant qu'en gros, c'était une remarque récurrente. Avant, Apple était trop dépendant du Mac, puis de l'iPod. Aujourd'hui, c'est de l'iPhone. Est-ce que ça vous inquiète? Peut-être Thierry en plateau. Là, il faut voir aussi que le marché, il prend ses bénéfices à un moment donné. Hein. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, il y a un moment, le cours de l'action est trop élevé. Ils doivent prendre des bénéfices. Et ceux qui sont les plus gros acquéreurs du portefeuille Apple, dans ces cas-là, ils doivent réagir. Donc, la sanction, c'est surtout une prise de bénéfices. Et puis, d'autre part, parler de dépendance vis-à-vis d'Apple, oui, on ne va pas refaire le coup de l'iPhone tous les 5 ans. Ce n'est pas possible. Donc, maintenir un tel niveau de chiffre d'affaires et de marge. Ouais, le marché, ça pour va être paraphraser Jean-Luc Gasset, c'est le marché attend trop absolument le next big thing, mais en fait, il faut laisser, c'est des cycles, il faut laisser le temps que la techno soit mature et soit mûre. On l'a vu avec l'Apple Watch. Hein. Oui, puis on est incapable aujourd'hui à 5 ans d'imaginer ce que sera le marché. Ouais. Donc elle est là, l'incertitude. Et justement, il y a quand même une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché boursier, c'est un marché très court-termiste, alors que le marché de la technologie, c'est un marché qui est
cyclique et qui va à l'opposé. Et ça a permis quand même une bonne nouvelle pour Apple, quand même, cette baisse de presque de 40 milliards de capitalisation boursière. Tu disais prise de bénéfices, c'est que Carl Icahn, Paul, est sorti. Carl Icahn, le Oui, fameux il a tout vendu. lobbyiste et milliardaire américain qui a Actionnaire actif, actif. qui avait vraiment causé pas mal de temps dans pas mal d'entreprises high-tech, on pense à Motorola notamment, ou Dell plus récemment, est sorti du capital d'Apple. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que du coup, il a aussi participé à la chute du cours. Hein, parce Ouais, mais là, il s'est engagé plusieurs milliards. Mais Du coup, ça va. il martèle encore que l'action d'Apple est sous-évaluée et que si la croissance repart en Chine, il s'empressera de racheter des titres. Mais il a quand même empoché, je crois, dans les 2 milliards de dollars grâce à ça. Donc, je ne m'en fais pas pour ce monsieur. Mais effectivement, je pense que Tim Cook, d'un coup, se sentait un petit peu plus tranquille. Ouais. Apple, on l'a dit, a besoin de relais de croissance. Le principal, on le sait, c'est l'iPhone. L'iPad. Oui, mais à l'époque, le principal relais de croissance, c'était l'iPhone. Aujourd'hui, elle recherche un nouveau moteur. C'était plutôt l'iPad, effectivement, qui s'est destiné à prendre le relais de l'iPhone. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On va le voir dans un instant avec le chiffre de Paul Rony autour de l'iPad. Alors, Paul, les ventes d'iPad sont également en panne. Là, c'est beaucoup plus préoccupant. 9 trimestres consécutifs de baisse. Oui, en fait, alors on est effectivement dans une situation très très préoccupante, d'autant que les nouveaux modèles, notamment l'iPad Pro 12 pouces que nous avons ici, n'ont pas l'air d'avoir réussi à inverser la tendance. Donc, pour résumer, en 2014, au deuxième trimestre, on était à 16 millions d'unités, on est passé à 12 millions l'année dernière, et on a failli passer sous la barre des 10 millions cette année. Donc la situation est très très préoccupante pour l'iPad, vraiment. Tim Cook a répété encore et encore que le nouvel iPad Pro, le petit, celui de 9,7 Pas celui pouces, qui est devant toi, voilà, qui a un 13 pouces. c'était très très bien vendu. On verra ce qu'il en est. Mais en même temps, c'est vrai qu'au ras du plancher, la croissance ne peut que repartir à la hausse. Là, l'iPad va vraiment passer sous la barre des 10 millions si ça continue. Et arriver à des niveaux de vente pas proches du Mac, parce qu'on est encore globalement au double. Mais le problème, c'est que même en vendant le double d'iPad, Apple ne gagne pas le double d'argent. C'est-à-dire que le Macintosh rapporte à peu près autant que l'iPad en se vendant 2 fois moins. Parce que le panier moyen, le prix moyen d'un Mac est beaucoup plus élevé. Alors, la camionnette se vend encore bien, hein, pour paraphraser Steve Jobs. Toi qui as un iPad Pro devant toi, quelle est ton analyse? Est-ce que l'iPad Pro apparemment n'a pas encore trouvé, n'a pas forcément un relais de croissance? On a vu sur les études d'IDC que les tablettes avec clavier et stylet était en croissance. On verra si sur le long terme ça va se traduire chez Apple. Ce n'est pas encore le cas. Non, puis ça va continuer de se cannibaliser, ce qui est une bonne chose en soi. Hein. De toute façon, aujourd'hui, l'iPad Pro n'est pas encore au niveau de performance, on va dire, qu'un Mac Pro. Oui, hein. Il y a encore un écart, un gap. Le Mac Pro a tellement été peu renouvelé ces dernières années qu'on peut se demander s'il ne va pas finir par le dépasser. Petite parenthèse. Mais et puis, une fois encore, on est sur des marchés de renouvellement. Et la durée de vie de ces appareils fait que même l'iPad de première génération, même si on ne peut plus le mettre à jour, il tourne encore, il résiste. Moi, j'ai un iPhone 1 qui tourne encore. J'en fais rien, mais il tourne encore. Et il faut voir que la durée de vie de ces appareils, aujourd'hui, c'est 3-4 ans. Minimum. Donc l'obsolescence. Tu confirmes, Christophe, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur l'iPad. C'est ce qui cause du tort à Apple et aux ventes d'iPad, contrairement à ce que dit la légende qui dit qu'Apple a fait beaucoup d'obsolescence programmée. Oui, sûrement. Je ne sais pas comment ils réfléchissent en interne quand ils font la conception de ces produits-là. Mais en tant qu'utilisateur depuis le départ, c'est vrai que je vois, moi, l'iPad Air, j'avais un R2, je l'ai gardé 4 ans. Un iPad 2, alors, si tu avais non pas un R2, un iPad 2. Oui, l'iPad 2, voilà, l'iPad 2. Donc, c'est sûr c'est des machines qui coûtent un certain prix, on les garde à un certain moment. L'expérience dessus est optimum. C'est après, si on a besoin. Bon, le Touch ID sur l'iPad Pro, par exemple, le 9 pouces 7, c'est un vrai plus parce que c'est vrai que déverrouiller, c'est embêtant. Avec l'empreinte digitale, avec le doigt. Ça, et puis par exemple, le fait d'utiliser 2 applications en même temps, on peut utiliser Notes et une autre, enfin, c'est des plus. Maintenant, il faut en avoir l'usage, effectivement. Driss, ton analyse, on sent qu'Apple y va doucement, mais c'est iOS qui est presque un petit peu en retard, hein, qui pourrait montrer comment on pourrait véritablement faire de l'iPad un vrai ordinateur. On en parle quasiment chaque semaine dans cette émission. On entend beaucoup de la WWDC le mois prochain, Driss. Écoute, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont nous préparer sur iOS, je dois t'avouer. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Thierry. Déjà j'ai un iPad 1, moi aussi.
il est devenu inutilisable. Je trouve le truc super lent et surtout, ce qui m'embête vraiment grandement, c'est que je ne peux plus installer certaines Oui, applications. parce qu'il n'y a Donc pas, ça, il y a pas, on peut plus, on est resté sur iOS 6 hein, sur l'iPad, voilà. c'est ça. Même pour des, pardon, même pour des petites applications toutes bêtes, hein, mais qui ont été mises à jour, si tu veux, si tu n'as pas gardé les anciens fichiers d'installation, tu es mal. Par rapport 2010, au... l'iPad 1, hein, on est en 2016, Driss, quand même. Voilà, Mais bon, il a 7 ans, voilà. Bon, pour en revenir au marché des mais en tablettes, perspective, 6 ans, hein, pour une tablette, ça peut sembler, même pour un ordinateur, énorme, beaucoup quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu l'exemple à part, l'iPad 1, puisque à partir du moment où l'iPad 2 était introduit, on n'a plus vraiment eu ce genre de problème, Driss, il faut bien l'avouer. Mais continue, excuse-moi. Non, clairement, mais il fonctionne encore, hein. Je veux dire, moi, je l'ai donné à mes neveux qui regardent leurs vidéos avec, qui ont des Voilà. petits jeux, ils sont très contents. Il fonctionne encore. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi un des premiers iPods. Bon, je ne peux plus utiliser le truc, mais c'est vraiment des applications toutes bêtes. Je voulais rebondir également sur le marché de la tablette par rapport à ta question. Ouais. J'ai fait une interview de Marc Tocubio, qui est le nouveau DG de Alcatel. Ouais. Effectivement, je lui disais que ce marché de la tablette est en baisse. Et c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, hein, si je ne m'abuse. Oui, le marché de la tablette est en baisse. En revanche, ce qui marche bien, le marché qui est en croissance, c'est les tablettes hybrides. Pour ceux qui ne savent pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais l'hybride, c'est ces tablettes qui sont vendues avec un clavier, hein. D'ailleurs, on le voit bien avec l'iPad Pro aujourd'hui, tu as Apple qui pousse son propre clavier. Il y a juste un petit fail, le truc, il est juste en QWERTY. Ça, c'était pour la partie. Petit fail, ouais, comme tu dis, un gros fail. Voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui, ce qui marche, ce sont ces tablettes avec un clavier hybride à mi-chemin entre la tablette et le smartphone et l'ordinateur portable. Donc, ce sont des produits encore qui ne peuvent pas, comme disait Thierry, remplacer un ordinateur, tout du moins un ordinateur puissant. On ne parle pas d'un MacBook. Après, voilà, moi, j'ai aussi un iPad Pro. C'est vrai que j'arrive plus à me passer du tout du Touch ID. C'est un truc de fou. D'ailleurs, quand je repasse sur l'iPad de madame qui ne l'a pas, je suis comme un demeuré en train d'essayer de le déverrouiller. Le marché de la tablette également, tout comme le marché du smartphone, eh ben, tu as une offre concurrente, tu fais un petit tour là sur les sites de e-commerce, tu regardes ce que tu peux acheter sur Android, tu as des produits très pertinents, tu as des produits qui fonctionnent très bien, très puissants. Je suis désolé, je me répète, mais comme pour le smartphone il y a 3 ans, je me souviens de constructeurs dont les tablettes, si tu veux, c'était juste un enfer sous Android à utiliser. Oui. Tu te disais non, mais non. Il ne pouvait que progresser, je te confirme, Driss. Voilà, aujourd'hui, tu te dis oui. Alors, il y a une chose, et ça, pardon, je suis bavard aujourd'hui. Il y a une chose que tu as pointé, il y a vraiment un point important, c'est cet écosystème. Effectivement, moi, je suis complètement dépendant d'Apple à cause de cet écosystème. Ouais. Le fait de pouvoir travailler sur mon Mac, sur mon iPad, sur mon smartphone et tout avoir dans ce même écosystème, c'est sûr que ça reste un des gros points forts de la marque. À Bitransition, Driss, dernier maillon de l'écosystème Apple, le Mac. On va voir dans un instant que les ventes ne sont pas forcément au beau fixe. Alors Paul, les ventes de Mac sont également en baisse. Effectivement, les ventes de Mac sont en baisse, mais alors là, c'est plus léger. Si tu veux, c'est toujours une fluctuation entre 4 et 5 millions d'unités. On était à 4,1 en 2014, 4,5 en 2015, ça c'était une belle poussée. Et aujourd'hui, on est à 4. Voilà, donc moins 500 000 machines. Voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup sur ce marché. Et c'est surtout un signe, c'est que le Mac a décru à la même vitesse que le reste du marché. On est à moins 10%. Alors que le Mac progressait contrairement au PC, c'était un argument fort. Tim Cook s'en était fait fort, il avait dit que le Mac progressait environ de 2 à 3% tous les ans et que si on regardait uniquement la croissance des Mac portables, on était à plus de 20% de croissance d'une année sur l'autre. Ouais. Là, cet argument ne tient plus et d'ailleurs, c'est bien fait pour Apple parce que sa gamme aujourd'hui fait honte à ce que devrait être le Macintosh. Oui, encore une fois, et pour rebondir sur ce que dit Paul, Thierry, ce n'est pas une surprise quand on voit le peu d'entrain d'Apple à renouveler sa gamme. On parlait du Mac Pro en préambule. Le MacBook Pro, c'est plus d'1 an qu'il n'a pas été mis à jour. L'iMac, bon, il est mis à jour, mais c'est quand même assez... c'est assez incompréhensible. Voilà, à part le MacBook qui passe au rose, on est tous excités dans cette émission. Mais... Le MacBook, on est tous d'accord, franchement, c'est assez consternant. Ouais. Parce que c'est trop tôt sur ce form factor. Et puis, je ne suis pas d'accord là-dessus, par contre. Ouais, mais il n'y a pas encore le niveau de puissance qui est réellement attendu. Ils ont corrigé un peu. La semaine prochaine, la machine, on l'attend. Hein, donc je reste assez critique sur
sur ce produit-là qui est très prometteur en form factor. Mais au-delà, ce pas qu'on en peut termes de reprocher perf. à Apple, c'est qu'encore une fois, ils mettent, on disait que Il y a l'Apple pas était d'audace. trop... Non. Ce que je veux dire, c'est qu'Apple est trop dépendant de l'iPhone, tellement dépendant qu'ils mettent tous leurs moyens sur iOS, sur l'iPhone, et qu'ils laissent un peu le Mac de côté en disant, regarde, la croissance, elle est bonne, on a juste à mettre à jour une fois par an les machines, ça tourne tout seul. On s'aperçoit que là, il faut vraiment qu'ils se bougent un petit peu. Non, mais c'est aussi en termes de design, parce que quand on regarde l'iMac, par exemple, je sais bien que c'est pas le gros des troupes, mais quand en même. termes de design, à un moment, ils ont pris ce design fabuleux, hein, mais qui n'a pas réellement évolué, à part faire monter la dalle en gamme. Voilà, allez, superbe définition. Des trucs qui sont complètement incompréhensibles, c'est le moniteur, par exemple, d'Apple. Qui a pas été mis à Ce jour depuis truc 2011. à 1000 euros. Je veux bien qu'on a déporté des tas de ports, mais avec ce truc super épais qui est l'ancien design, On ne peut pas brancher sur les dernières qui générations. n'est pas Mac. 4K, enfin, je ne comprends pas. Donc, quand on regarde un petit peu la façon dont fait évoluer un peu ces gammes Apple, il y a quand même des trous dans la matrice qui sont assez incompréhensibles. Bien sûr, il va y avoir des mises à jour avec le MacBook Pro, pour le coup. C'est attendu. Je veux dire, c'est Bah pas une ouais, surprise, c'est je coupe attendu, un ouais. peu C'est la- attendu, oui. Voilà, mais c'est presque une évidence. Ouais. Mais je trouve qu'ils sont un peu trop lents. Et puis, une fois encore, en termes de design, c'est peut-être là leur défaut, c'est qu'ils sont trop timides. Voilà. aujourd'hui. S'il y avait vraiment un dysfonctionnement majeur à pointer du doigt, mais on le dit depuis des années dans cette émission, et on a encore parlé en off avec Jean-Louis Gasset, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent et culturel chez Apple, c'est cette difficulté qu'a Apple à mener plusieurs chantiers de front, de vouloir mettre ses meilleures équipes systématiquement sur ce qui est vraiment le plus important et le plus chaud chez Apple, à savoir iOS et l'iPhone, et le Mac en pâtit clairement. En discutant avec Jean-Luc Gasset, encore une fois, il me disait, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de recruter aux États-Unis, dans la Silicon Valley, des ingénieurs de talent de qualité. Bon, on va voir si Apple va enfin pouvoir passer la démultiplier dans les mois ou les années qui viennent. Il y a urgence sur le Mac. On est en retard, on enchaîne tout de suite avec un autre chiffre. Bonne surprise, une croissance chez Apple, oui, c'est possible. Bonne surprise du côté des services et des autres produits, c'est assez mystérieux ça. Alors, bonne Charles. nouvelle du côté des services. Donc, il y a 13 millions d'abonnés à Apple Music, c'est pas mal. Les autres produits, eux, cartonnent, donc 30% de croissance, 2,2 milliards de dollars de revenus, c'est beaucoup. Et c'est dans cette catégorie autres produits que sont cachés les coques, les claviers, les batteries, les montres L'Apple Watch et l'Apple et TV. l'Apple TV. Voilà. Donc l'iPod devrait aussi la rejoindre très prochainement. Je me demande même si c'est pas déjà c'est fait. déjà le cas. C'est déjà le cas. Hein. Donc il y a aussi l'iPod qui compte pour 2 millions d'unités. Donc que trouve-t-on dans ces 2 milliards de dollars? Dans ces 2 milliards de dollars, il y en aurait au moins un qui viendrait de la montre. Apple en aurait écoulé environ 6 millions d'unités. Ouais. Ce serait pas mal. Donc apparemment, elle se vend plutôt bien cette montre. Elle se vendrait très bien depuis qu'au mois de mars. Alors, on n'a pas encore vu les effets. Voilà, je me demande, ça, je mettrai un bémol là-dessus parce que c'est pas dans les chiffres. Visiblement, ce serait ouais. pas encore dans les chiffres, mais on pourrait s'attendre à un très gros trimestre pour le troisième trimestre. Suite à la baisse de, Suite à la baisse de $50 qui a fait passer la montre juste sous les $300, ce un serait prix assez. psychologique. Voilà, un prix psychologique. Ce qui est assez incompréhensible chez Apple, en tout cas, c'est pourquoi, c'est que la marque cache ses ventes de l'Apple Watch. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles ne le sont pas? On n'en sait rien. En tout cas, on verra. En tout cas, Apple a besoin d'une nouvelle génération. La version actuelle n'est pas forcément satisfaisante pour correspondre véritablement au canon d'Apple. On va en parler justement dans un instant dans le busomètre avec Paul Rony. Allez Paul, quel est donc le busomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la communauté Apple cette semaine? Alors cette semaine, on a parlé de l'iPhone 7. Driss a un peu vendu la mèche tout à l'heure. Ce serait un iPhone sans grand bouleversement. Apple se réserverait vraiment pour 2018 et les 10 ans de l'iPhone avec un nouveau modèle qui serait tout en vert, extrêmement joli. Mais l'année prochaine, on ferait du sur place et c'est bien dommage, surtout dans le contexte actuel. Ouais, bon, c'est une rumeur, hein. C'est une rumeur, mais elle semble se confirmer avec les quelques dessins qu'on a vu circuler. On va voir. Deuxième rumeur, et là je prie vraiment pour qu'elle se réalise, de nouveaux MacBook Pro à la WWDC. On espère tous très très fort parce On que retarde de il y a 3 mois à urgence. chaque émission, mais là, on va y Non, mais arriver. le pire c'est que il se pourrait qu'il soit carrément présenté en septembre. Et là, ça me ferait pas rire du tout et ça ferait rire personne. Ah ouais, non, surtout les analystes. Parce qu'ils ont intérêt à être prêts pour back to school et ce genre de choses. Et la rentrée universitaire notamment. Voilà. L'iPhone de 2018, enfin 2017, fin 2017, donc 2017-2018. L'iPhone 8, en clair, ou l'iPhone 7S. on ne sait 7S pas, ou ouais. 8 serait tout en vert. On a Donc là, vu, il y a des vraiment une rumeurs. rupture en termes de. Ouais, ouais. une vraie rupture en termes de design. Quatrième rumeur, l'Apple Watch 2 sortirait en septembre, ça semble à peu près cohérent, et cette fois-ci, on n'aurait pas à attendre le mois d'avril pour pouvoir mettre la main dessus, c'est le cas de le dire. Et enfin, dernière rumeur, à la WWDC, Apple présenterait macOS, après watchOS, tvOS, iOS, on aurait macOS qui reviendrait... qui Dans referait sa grande l'appellation, entrée. à la Voilà. place d'OS 10, effectivement,
C'est quelque chose d'assez récurrent depuis quelques mois, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et J'espère on qu'il espère qu'il y aura y aura de plus bugs. que le nom hein, Oui, voilà. dans les nouveautés à voir. Rendez-vous en juin prochain et en direct sur Dailymotion. Apple a besoin, vous l'avez bien compris, d'innover. Est-ce qu'on peut encore innover du côté des smartphones? On va essayer d'y répondre avec la dernière nouveauté du marché qui arrive en France cette semaine. C'est LG G5. Alors le LG G5, c'est le dernier bébé du constructeur coréen star hein, du marché avec Samsung. Un produit qui est vraiment très original par son design. Pourquoi? Parce que si on regarde de plus près, Paul, il est modulaire. Tu peux faire une petite démo? Effectivement, alors je vais vous faire une petite démo. Donc vous voyez ce téléphone qui est somme toute assez classique, de jolis matériaux, du métal, un petit peu de plastique, un écran en verre. Donc en termes de qualité de fabrication, on est au niveau de l'iPhone, on peut le C'est dire. très très proche de l'iPhone, franchement, il Bah, n'a rien côté à lui toi, enlever. vas-y, Hein. montre-le, Voilà, hein. j'ai les deux, l'iPhone 6S et le LG G5. Ils sont tous les deux très agréables à prendre en main. L'iPhone est plus rond, plus petit. Là, on a un écran de 5,3 pouces. Un peu plus grand. Voilà, un peu plus grand, mais dans un design qui, lui, n'est pas trop grand. On aimerait bien qu'Apple s'inspire de ce genre d'idée en réduisant les bords de l'iPhone qui sont vraiment énormes. L'appareil photo déborde à peine et il y en a deux, mais on en reparlera plus tard. Là, je vais vous montrer, en fait, le LG G5 n'est pas tout seul, en fait. Il a quelques amis, les Friends, comme dit LG, et vous allez voir ce qu'on peut faire avec ces Friends. Donc, en fait, il y a un petit bouton, je pousse, je retire. Ceci, c'est un module qui comporte la batterie. Et lorsque j'éjecte la batterie, doucement. Je vais décaler ton iPad, que ce Voilà, soit pardon. plus facile pour faire la démo. Par exemple, Vas-y. je prends ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un module qui permet d'avoir un déclencheur pour l'appareil photo, une molette pour le zoom. Un petit grip aussi. Hein. Voilà, un petit grip et un petit peu de batterie en plus. Ceci, c'est un DAC Bang & Olufsen qui permet d'avoir une autre sortie audio avec une très grande qualité. Ouais, de profiter donc de la musique en HD sur son téléphone. Voilà. Donc là, en fait, il faut reprendre la batterie, l'insérer dans le Friends en question. Donc il faut à chaque fois enlever la batterie. Voilà, D'accord. ça c'est un petit peu l'écueil du Donc c'est-à-dire concept. qu'on est obligé d'éteindre le téléphone. Pour Voilà, le il faut faire. éteindre le téléphone, on perd du temps, il faut retirer la batterie, la remettre dans le module. Mais on imagine que, par exemple, là, on sait qu'on va faire de la photo toute la journée ou on part en voyage, on met le module photo, on rallume et vous voyez, j'ai une meilleure prise en main, un déclencheur. Et l'application photo du G5 est extrêmement complète. Donc c'est assez agréable. Pareil avec le DAC. Le DAC, pareil, petit écueil de conception, c'est que du coup, on se retrouve avec deux prises jack. Une en haut qui ne bénéficie pas du DAC et celle en bas avec le Friends Bang & Olufsen qui bénéficie du DAC. C'est pas trop dramatique. Mais c'est pas trop Je dramatique. vois d'autres objets sur. Tu vois d'autres objets, mais eux, ce ne sont sur- pas des Friends. Sur ton bureau, c'est pas des Friends, mais il y a d'autres accessoires qui sont livrés. Voilà, ce sont aussi des Friends, hein, mais eux qui n'ont pas besoin de se connecter dans le téléphone. Voilà la LG 360 Cam, qui est une caméra 360 comme ce qu'on peut connaître sur un Ricoh Theta. Elle est compatible iOS Ouais, il et est là pour ça. elle permet de prendre des photos en 360 très simplement comme ça. Et le 360, pourquoi, Paul? Parce que la réalité Pourquoi virtuelle, on l'a vu en préambule de cette émission, Parce est une que- réalité chez LG, c'est loin d'être le cas Voilà. chez Apple. Hein. LG propose ce casque de réalité virtuelle qui se connecte en USB-C très simplement au téléphone. Donc on va pouvoir le brancher sur ton Mac. Exactement, sur mon petit MacBook, mais je suis Vu pas la sûr carte que- graphique, on risque d'avoir quelques soucis. à mon Voilà. avis, ouais. Donc vous voyez, il est très petit, très léger, hein, c'est le plus petit des caisses de réalité virtuelle, donc c'est pas trop dérangeant à porter. Ouais. Le Gear VR est beaucoup plus massif, surtout qu'il faut mettre le téléphone dedans. Là, on branche et c'est parti. Après, on se C'est balade un dans vrai casque, l'interface. on n'a pas C'est un besoin vrai de casque. glisser le téléphone dedans. Voilà, hein. c'est un vrai casque. Donc vous voyez, je l'avais mis tout à l'heure, bon, c'est assez léger, ça marche plutôt pas mal. C'est pas par contre d'une qualité graphique et visuelle magnifique. On hein. en reparlera plus tard, enfin, à la fin de cette émission du casque de réalité virtuelle, puisque c'est aussi un domaine sur lequel beaucoup de constructeurs travaillent et apparemment Apple n'y est pas encore, en tout cas vraiment, officiellement, du moins. Les smartphones modulaires, Thierry, ça fait des années qu'on entend parler du côté de Google notamment. Et là, on voit que LG a pris la balle au bon. Oh, c'est un petit démarrage, hein, parce que le projet Aura, c'était un peu plus ambitieux. Oui, parce c'était que plus ambitieux, c'était, c'est-à-dire en changer clair. le processeur, On pouvait tout changer, changer, hein. l'ensemble des modules. Là, on va dire qu'on est face à ce qu'on a déjà vu par le passé. Hein, je ne vais pas faire mon vieux. Oui, vieux c'est là schnock. pour ça. Si, peut-être aussi. On a déjà vu des tentatives de faire des choses assez modulaires, mais qui n'ont pas été pérennes dans le temps, parce qu'il faut voir qu'à chaque fois, les choses évoluent très très vite. Donc là, c'est vrai que pour l'effet démo et puis le côté un peu produit très orienté geek, hein, pour le coup, ça le fait. Il y a l'effet waouh, il y a la surprise, mais en termes de simplicité, on fait un peu mieux quand même. Hein. Ouais, l'idée de la batterie, c'est ça qui te gêne un petit peu, de nécessité d'éjecter la Non, batterie pour pouvoir. Oui, il y a ça, et puis le fait de vouloir faire de meilleures photos avec un grip. Alors on change le module. Il y a comme, je vais faire mon Rodrigo. Hein. Ouais. Il y a des Il est pas vrais là, appareils aujourd'hui. photo pour ça. Hein. Ouais. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui privilégient leur iPhone ou leur téléphone en général pour
pour prendre des photos, donc c'est plutôt bien vu. Puisque Christophe est à l'écran, qu'est-ce que tu as pensé de cette philosophie, hein? On parlait du projet Aura de Google qui était beaucoup plus ambitieuse, mais c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être un peu plus facile pour LG, qui n'est pas, entre guillemets, le leader du marché, d'aller chercher peut-être d'autres artifices pour essayer de se sortir un petit peu des canons et trouver de la valeur ajoutée par rapport à Samsung ou par rapport à Apple, Christophe. Oui, l'artifice a été bien vu de la part de LG parce que je pense que quand ils ont vu le projet Aura qui est sorti, pas cette année, mais l'année dernière au Mobile World Congress, où il y avait quelques exemplaires qu'on pouvait regarder de près, Ouais. voilà, ils se sont dit pourquoi pas nous. Et enfin, moi, je suis assez sceptique sur ce smartphone LG. Bon, à suivre. Par contre, le projet Aura, tel qu'il a été présenté par Yes, un des constructeurs mobiles qui a été choisi, il y a plus de 70 modules, et dans les modules, il y a des trucs assez exceptionnels. Il parle d'un écran pour les gens qui sont malvoyants en braille. Il y a des modules pour faire du marketing mobile avec du beacon. Enfin, voilà. Donc c'est certes très geek pour l'instant, mais ça peut être un renouveau dans les années à venir pour ce qui est du smartphone. Ouais. Si c'est bien conçu, s'il y a une belle exécution, ça peut être assez bluffant. Enfin, pour prendre la défense de LG, bon, ils innovent quand même, ce qui est quand même une bonne chose. On s'aperçoit du côté des constructeurs Android, c'est plutôt tous le même form factor, la même chose, donc on ne va pas trop les critiquer sur ce point-là. Il faut bien le reconnaître. Et au-delà, c'est que la première génération, on verra peut-être d'autres choses arriver. Qu'est-ce que tu en penses justement, Driss, de ce nouveau téléphone, de ces innovations-là? Est-ce que c'est plutôt réservé aux geeks, comme le disaient Paul et Thierry à l'instant? Ah non, moi je dis pas que c'est réservé aux geeks. Ah, c'était Driss. C'est inspiré, effectivement, LG s'est inspiré du projet ARA et pas Aura, les amis. Ah, Oui, Ara, exact. Merci, Driss. De rien. Après, comme vous le disiez tous, hein, moi, clairement, la manière dont je le vois, c'est qu'il faut qu'on se différencie. La grosse critique qu'on fait au marché Android, c'est tous les smartphones se ressemblent, c'est tous la même chose. Donc, il fallait trouver un élément différenciant. Ils ont donc réintroduit la batterie amovible, ces différents modules. Après, moi, je suis mi-figue, mi-raisin là-dessus. Ça va dépendre déjà du prix de ces modules. Comme on disait, il faut rallumer et éteindre le smartphone. Bon, ça, c'est un moindre mal. Et moi, je repense, je vais faire comme Thierry, je vais faire mon vieux. Je repense aux vieux amplis home cinéma très haut de gamme où tu avais des cartes que tu pouvais enlever et changer, tu sais, un peu comme des cartes PCI dans ton PC. Ouais, justement, même les PC, tu peux faire ça. Hein. Voilà, pour faire évoluer ton amplificateur. Mais voilà, pas sur le PC, si tu veux. Le Pas sur les PC, Mac. ok. Mais voilà, c'était sur un amplificateur, donc c'était quelque chose quand même d'atypique, de nouveau. Et puis au final, On va voir, hein, les résultats vont arriver Voilà. vite. On va essayer quand même de passer au crible et en revue les différentes modules. On va revenir peut-être un instant sur un module particulier qui est assez original. Et puis même celui qui est intégré, c'est tout simplement l'appareil photo du LG G5. Alors tu disais en préambule, Paul, 2 optiques sur le LG G5. 2 optiques, voilà. Une de 16 mégapixels et une de 8 mégapixels. Alors là, encore une fois, c'est une pourquoi tendance qui commence vraiment de fond, qui commence à arriver sur le marché du smartphone. Voilà, tout le monde a rigolé lors des premières rumeurs sur un iPhone 7 ou 7 Pro ou 7S à 2 caméras. Oui, c'est-à-dire On voit que ce sera Apple probablement suit cette tendance le aussi. cas. Hein. Donc là, LG est en avance. Il y a 2 appareils photo. Un qui permet de faire du grand angle et un qui permet en fait de faire de la photo comme vous le ferez avec votre iPhone. Donc il y a 2 modes en fait et ça permet de faire des choses extrêmement sympathiques. Et avec le grip, on se retrouve avec un vrai petit appareil photo qu'on peut quand même garder dans sa poche. Moi, je suis assez fan du concept dans son ensemble. Je trouve que c'est un très beau téléphone et que c'est plus sympathique à avoir en main qu'un Galaxy S7 par exemple, plus innovant, plus drôle. Et ce système à 2 optiques que HTC avait aussi expérimenté mais d'une autre manière, ça marche vraiment pas mal. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai essayé, il y a vraiment une belle profondeur de champ. Ce qu'on reproche on n'a pas pu souvent à faire vraiment l'iPhone. tous les tests qu'on voulait, une petite précision, parce que c'est un Oui, prototype voilà, c'est un qu'LG a eu la gentillesse de nous laisser en avant-première, donc il n'a pas forcément toutes les performances attendues, donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas vraiment le comparer à l'iPhone, mais on a été assez agréablement surpris sur l'appareil photo, Paul. Exactement. Donc on n'a pas pu le comparer explicitement à l'iPhone, mais il fait de très très belles photos et surtout c'est très facile de passer d'une optique à l'autre. Il y a 2 petites icônes, il suffit de taper dessus et ça fonctionne tout seul, ça marche très bien et le rendu est assez agréable. Ouais. Il est clair que ce concept, on l'a vu également sur le Huawei P9, qui a également 2 optiques. Voilà, c'est une tendance de fond. Oui, mais le Huawei P9 ne fonctionne pas de la même manière. Oui, mais bon. Il utilise les 2 optiques simultanément pour améliorer directement l'aspect photographique. Exactement. Donc
Voilà, donc On va voir voit que quelle ça commence tendance à... va suivre Apple, celle de Huawei ou celle de LG. Bah, Soit du grand angle, soit améliorer Moi, encore je pencherais plutôt pour la tendance de LG, hein, des rumeurs qu'on a vues. Et surtout, on rappelle qu'Apple avait racheté Lynx Technology et que le but de Lynx, c'était de proposer justement cette espèce de mix qui permettait de produire de très belles images et de cartographier une photo, un peu comme on en a parlé avec les Litro Illum et tout ça, La semaine dernière. et de refaire le point dans une photo après l'avoir prise. Donc je pense qu'Apple penchera plus vers ce style de solution. On va voir la réponse en septembre prochain. Peut-être une petite question de côté de Driss. Cet appareil photo, c'est l'émergence de la double optique sur les téléphones mobiles. On voit qu'on trouve toujours des astuces techniques et plutôt assez intéressantes pour aller plus loin dans la qualité et se rapprocher de plus en plus de la qualité d'un appareil photo réflexe jusqu'à la profondeur de champ qui ne devrait pas tarder à arriver. Hein. Bah, c'est clair qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone sur nous. C'est aussi Pardon. l'avantage de la double optique. Hein. On s'en sert tous pour prendre des photos. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais moi, j'ai carrément abandonné mon petit compact que j'aimais bien avoir dans la poche. C'est terminé, j'ai que mon smartphone. Et dès lors, c'est vrai qu'il faut améliorer la qualité photo. Et pour ce faire, il y a plusieurs astuces. On peut jouer, comme vous le disiez, sur la profondeur de champ. Comme disait Paul, c'est HTC qui avait sorti le premier smartphone avec double capteur. Pour jouer sur cette profondeur de champ, maintenant LG avec soit un grand angle, soit un format classique. Et Huawei, donc, qui joue sur c'est un peu sur l'idée du HDR. Hein. Tantôt, il y a un capteur qui prend une photo en noir et blanc et l'autre capteur en couleur. Et puis, on mixe les deux pour obtenir la photo de qualité maximale. Il y a aussi optique quand même, ça, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, moi, je suis passé d'un 6S Plus à un 6 Plus, à un 6S, pardon. Et finalement, d'un 6 Plus à un 6S, c'est ça? Je suis passé du 6S Plus au 6 parce que le 6S Plus est trop grand pour mes poches de motard. Donc, tu es redescendu en gamme. Voilà, le 6S, et je dois bien avouer que le stabilisateur d'image, maintenant je me rends compte qu'il me manque, hein, surtout en vidéo. Il y a aussi l'ouverture de l'objectif. Donc on penche vraiment, on va de plus en plus vers des termes, vers des technologies qui sont issues vraiment de la photo. Et là, pour le coup, on a quand même des qualités de malade. Il y a juste en basse luminosité encore où le bas blesse, mais sinon, c'est vrai que les smartphones, c'est carrément hallucinant ce qu'on peut faire en termes de photos. Alors, dernier point pour conclure sur le LG, de manière générale, pour essayer de dessiner ensemble quelle est la grande tendance, comment on peut encore innover du côté des smartphones. Un raz-de-marée s'annonce, celui de la réalité virtuelle. On va voir ce que ça vaut du côté du LG G7. Alors Paul, le casque de réalité virtuelle, tu l'as essayé, peut-être tu vas nous faire une petite démo en direct. Est-ce que c'est un gadget ou c'est une vraie innovation? Alors déjà, comment ça marche? Alors pour le moment, on est quand même plus dans le domaine du gadget, mais le gadget qui promet beaucoup. Hein. Donc en fait, il est très simple, il y a un port USB-C ici. Le téléphone, lui, a également à ton iPhone. un Pas port, pour tout de suite. un port USB-C. Il suffit de connecter le casque, le téléphone le reconnaît. Il va instantanément le démarrer. Et quand je le retire, l'écran du téléphone se réactive. Et quand j'utilise le casque, l'écran du téléphone se coupe. Alors tu vas le faire. Voilà. Donc là, c'est fait. Allons-y. On va essayer de retransmettre en registre ce que tu vois. Évidemment, ce ne sera pas en 360 sur votre image. Mais est-ce que vraiment c'est réaliste selon toi? Là, vraiment, il y a deux petits écrans en fait dans les optiques. Voilà. Et ça démarre. Et comment tu sélectionnes Alors, c'est ça qui est assez amusant et c'est ça qui peut paraître assez étrange. En fait, vous vous déplacez dans l'interface. Là, j'ai l'interface devant moi. Avec la tête, en fait. Voilà. Il y a un bouton de confirmation au-dessus. J'ai trouvé ça assez original, ce mode de navigation. Voilà, c'est assez agréable. Et après, en fait, là, par exemple, je suis sur une montagne russe, donc vous la verrez en régie. Et ça marche pas mal. Donc, effectivement, la définition est pas... Je suis pas en 4K ou quoi que ce soit. Tu vois un petit peu les pixels voilà, exactement. de l'écran. Pour jouer, déjà, vraiment, ça peut être très, très amusant, quoi. Ouais, c'est totalement immersif, en tout cas. Ah ouais, là, c'est... Et puis, vraiment, il est extrêmement léger et donc agréable à porter, contrairement aux autres. On a beaucoup parlé, notamment au World Congress, Thierry, de l'émergence et de l'explosion des possibles des usages autour de la réalité virtuelle. Quel est ton avis? Dans quel domaine? La vidéo, les jeux vidéo est-ce que c'est un phénomène de mode ou vraiment quelque chose Non, de c'est pas un phénomène de mode. D'abord, ça s'améliore. Hein. Moi, je suis fan de l'Oculus, par exemple. Je trouve ça extraordinaire, en tout cas en termes de sensations, ce que ça procure. Hein. Et puis surtout, c'est vraiment une vraie tendance de fond. On va pouvoir virtuellement visiter des lieux où on n'a jamais été. On peut jouer, bien sûr, parce que là, pour le monde du jeu, c'est extraordinaire. Bon, il faut s'accrocher un petit peu, parce qu'on peut même presque tomber de son canapé, hein, c'est le cas de le dire. Et puis, on n'a pas encore tout vu. Donc, non, c'est pas un épiphénomène.
avec l'amélioration de la miniaturisation, les performances qui s'améliorent, et puis les usages, voilà, rendez-vous encore dans 2-3 ans pour voir les améliorations arriver. Mais ce n'est pas un gadget. Hein. Ouais. Tu parlais de l'Oculus. L'Oculus, c'est plutôt pour brancher sur un ordinateur. Hein. On ne le branche pas forcément sur un smartphone. Il ne faut pas s'y tromper, c'est que la puissance arrive, Ouais. et à partir du moment où on aura la puissance, on aura les mêmes sensations qu'avec un Oculus. Là, tu le disais, là, c'est pas du tout la la qualité même n'est chose. pas encore là. C'est pas le même prix non plus. Hein. C'est pas le même prix du tout. Mais voilà, c'est un casque, par exemple, ça, je me vois parfaitement jouer avec un jeu c'est assez agréable, je pense, d'avoir le téléphone dans la poche et le casque sur la tête. Ouais. Driss, Christophe, vous étiez au Mobile World Congress, donc c'était la tendance de fond de l'édition au mois de mars de cette année à Barcelone. Également tendance de fond, gadget, qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement? C'est Driss qui est à l'écran, donc on va commencer par lui. Eh ben, écoute, effectivement, c'était incontournable au Mobile World Congress. Tu en avais partout des casques de réalité virtuelle. Non, c'est plus qu'un gadget. Parce que d'une part, effectivement, comme le disait Paul, pour le jeu vidéo, c'est carrément génial niveau immersion. Donc toi, plutôt les jeux vidéo aujourd'hui, hein, c'est la première application. Pour le moment, pour le grand public, mais il faut aller plus loin. Moi, j'étais à la Semaine Digitale à Bordeaux, où j'ai vu pas mal d'applications professionnelles également. Comme le disait Thierry, par exemple, ça peut révolutionner le monde de l'immobilier. Où au lieu de visiter, tu cherches un appart, au lieu d'en visiter 5 ou enfin 3-4 en une journée, tu ne peux pas faire plus. Là, on peut carrément soit numériser dans l'ancien, soit dans le neuf. Tu peux carrément tu veux acheter un appart sur plan, tu peux te projeter dans l'appartement grâce au casque. Donc effectivement, il y a eu aussi là récemment une opération médicale qui a été rediffusée en VR. Tu as tout ce qui est des documentaires. Donc c'est très immersif, c'est très impressionnant, mais on en est encore au balbutiement. Mais pour le coup, j'y crois plus que pour la 3D par exemple, qui a fait un gros flop. À la télé, en tout cas. Qui a essayé de percer sur le mobile. Je crois que c'était Sharp qui avait sorti un smartphone 3D, ça n'a pas du tout marché. Et puis juste une chose, hein, moi j'ai encore moins cher que le tien, Paul, j'ai celui-là. Ah oui. Qui coûte 15 €. Alors bon, l'immersion n'est pas totale, tu es obligé de garder ton Celui-là, il marche sur iPhone. Mais celui-là marche sur iPhone et sur Android. Et pour le coup, quand tu as une caméra à 360 pour regarder tes photos et te balader dans les photos. Alors, on trouve des choses assez très sympa, ça coûte 14 € les gars, si vous voulez vous essayer pour pas cher. Christophe, ton avis, est-ce que tu penses que la réalité virtuelle, c'est le prochain next big thing qui permettrait justement aux constructeurs de téléphones de trouver un relais de croissance qui leur fait tant défaut? On en a parlé en début d'émission. Oui, c'est ce qu'a dit Driss. Effectivement, au Mobile World Congress, il y en avait partout. Zuckerberg, quand il a fait sa présentation au show Facebook et d'Oculus. Comment ? Le patron de Facebook et d'Oculus, pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui, d'Oculus, et ils ont fait une plateforme spécifique pour Samsung avec le Gear VR, brandé Oculus. C'est la next platform. Hein. Quand on regarde ce qui se passe, il n'y a pas que les agences immobilières, mais la formation, l'éducation, enfin tous les secteurs vont être touchés, y compris le cinéma. Plusieurs grands réalisateurs commencent à travailler avec des caméras extraordinaires pour faire un contenu immersif. Et voilà, donc maintenant, il va falloir trouver les modèles économiques parce que voilà, c'est pas simple, mais c'est très intéressant. Je voulais revenir, on parle beaucoup de VR et on se dit Apple ne fait pas de réalité virtuelle. Apple se dessine vers la réalité virtuelle. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions ces derniers mois. Ils ont fait l'acquisition de 4 startups qui travaillent sur la réalité augmentée et aussi la réalité virtuelle. Donc, ils y travaillent. Je pense qu'ils sortiront des choses impressionnantes. Quand on regarde les usages, par exemple, sur Snapchat, vous avez la possibilité de changer votre visage en faisant du morphing. Voilà, c'est des outils qui apparaissent, qu'on utilise aujourd'hui sur un smartphone. La traduction avec Google, quand on scanne une image qui parle, par exemple, je sais pas, une langue particulière, on peut avoir la traduction instantanée, c'est de la réalité augmentée. Et les acquisitions qu'Apple a fait là, en mai 2015, août 2015 et janvier 2016 montrent qu'ils y vont très fortement parce qu'ils dépensent de l'argent régulièrement. Sachant que Tim Cook n'a accordé qu'un seul élément de réponse effectivement aux questions que certains analystes financiers et journalistes lui ont posées concernant ses acquisitions. Il a simplement dit, Paul, que la réalité virtuelle n'était pas un marché de niche selon lui. Exactement, donc on sait qu'Apple va y aller, ça c'est une certitude, mais quand, c'est ça la question. Voilà, et au-delà, on peut s'interroger sur le type d'usage qu'on peut avoir de ces lunettes. On sait que
L'usage d'un téléphone, d'un smartphone façon iPhone a été vraiment disruptif parce que tout le monde utilise, il suffit de se balader dans la rue pour s'apercevoir que tout le monde a le nez collé à son téléphone. Dans quel cadre on va utiliser ces lunettes? À la maison plutôt, au bureau, je ne sais pas, dans quels usages? Est-ce que ça va être suffisamment révolutionnaire, je dirais, pour que ça change véritablement notre usage au quotidien? Je pense qu'ils sont en train de réfléchir à comment on peut utiliser partout ce type de lunettes, parce que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Hein. Et si on conduisait sa voiture demain avec une... Demain, on n'aura plus besoin de conduire, a priori. On ne bouge plus et on guide sa propre voiture. Ouais. A priori, demain, on n'a pas besoin de conduire. Bon, j'espère qu'on aura quelques éléments de réponse à vous donner dans quelques mois. Du moins du côté d'Apple, en tout cas du côté de LG, vous l'avez bien compris que c'est déjà une réalité. Il existe quelques solutions pour faire de la réalité virtuelle sur l'iPhone. Driss vous a montré quelques accessoires. Et puis il y a le fameux accessoire en carton de chez Google qu'on peut fabriquer soi-même. Il y a évidemment la possibilité de regarder des vidéos, mais c'est vrai qu'Apple est encore assez timide. Et on sent bien que le marché y va doucement mais sûrement. On sait que Microsoft, par contre, a une autre vision qui est beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus ambitieuse. Réalité augmentée, hein, c'est pas Ouais, du de tout réalité la même chose. augmentée, autour d'un usage plutôt à la maison, cette fois-ci un peu plus sédentaire. Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose, mais ça reste encore du domaine de la démonstration plutôt que de l'usage au quotidien. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ou presque. Maintenant, c'est l'heure des coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite en plateau avec Thierry. Quel est ton coup de cœur aujourd'hui? Moi, il s'agit d'un logiciel qui s'appelle Astropad. Alors, c'est un petit utilitaire. Je ne sais plus combien ça coûte, c'est assez anecdotique. Autour des 9 €, je crois. Ou un peu plus. Non, c'est 14. Ah, c'est Ouais, 14, c'est un peu plus. Ça pour moi. Ça s'installe à la fois sur le Mac et puis sur l'iPad Pro en l'occurrence, puisque ça permet de transformer son iPad Pro en véritable tablette tactile, par exemple sur Photoshop. Et donc, c'est extraordinaire. En termes L'iPad d'usage. devient un deuxième moniteur, un deuxième écran de son Mac. Alors, il y a d'autres applications qui permettaient déjà de le faire, mais là, il s'agit vraiment de le transformer en tablette tactile. Pour dessiner avec le stylet à main levée, c'est quand même plus agréable qu'avec une souris. Et soit en Wi-Fi ou soit avec le connecteur Lightning. Ouais. Enfin, il vaut mieux le faire avec l'aspect filaire parce que même en Wi-Fi, ça lag. Ouais. Et Non, même en en USB, revanche, ça lag, je te rassure. Parfois. mais ils ont opéré une mise à jour Ouais. et c'est assez bluffant en D'accord. termes de précision, ce qu'on arrive à faire avec. Bon, écoute, je vais essayer. Merci Thierry. Du côté de Christophe, quel est ton coup de cœur aujourd'hui? Je le porte sur moi, c'est un casque, 150 grammes. Il y a une douzaine d'innovations dans ce casque. C'est Plantronic qui l'a fait, c'est le Voyageur Focus. Ce que j'aime, c'est la portabilité. On peut s'éloigner jusqu'à plus de 30 mètres. C'est très agréable quand on Donc, sans travaille fil. chez soi. Comment? Sans Sans fil, ouais, sans fil. Ouais. Et tu le branches 30 mètres comment avec un à ton fil, ça Mac serait ou à ton compliqué. iPhone? Alors, un petit sur le Mac avec un petit dongle. Sur le smartphone, c'est la détection Bluetooth. Et c'est ça qui est assez bluffant, c'est que on a un appel, il va pouvoir le prendre, il repasse sur PC automatiquement. Il a la possibilité aussi, quand on écoute de la musique, il a un son assez exceptionnel. On peut l'enlever et il arrête la musique. Il détecte les mouvements, y compris pour si on veut mettre en pause une conversation, c'est pareil. Donc c'est un casque que je recommande et qui est assez sympa. Merci Christophe. De ton côté, Driss, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, dans l'actu, on vous dit qu'il ne faut pas mettre sur Facebook que vous partez en vacances parce que vous risquez de vous faire cambrioler. Alors, Ouais. c'est la solution Gigaset Element. Gigaset Element, c'est une solution très classique. Vous avez un boîtier que vous branchez sur votre box et vous avez des petits capteurs que vous mettez sur les portes et sur les fenêtres. Et si quelqu'un entre chez vous par effraction, vous êtes notifié sur votre smartphone. Il y en a plein des solutions comme celle-là, mais la raison pour laquelle... c'est parce que tous les 6 mois ou tous les ans, ils vous sortent des petits modules en plus. Donc, il y a une caméra infrarouge qui est sortie l'an dernier. Et là, vous avez une prise également. Bon, c'est classique, c'est la prise que vous branchez, vous mettez une lampe par exemple, et à distance, vous pouvez allumer une lumière pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un chez vous. C'est compatible iOS, Android, c'est très évolutif, ça marche très bien. Donc, Gigaset Elements. Merci Driss. De ton côté, Paul en plateau, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est un jeu qui est disponible gratuitement sur l'App Store pour une période de temps limitée, c'est Space Marshals. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à XCOM. En gros, c'est un petit peu le même principe de jeu, donc un jeu de stratégie au tour par tour où il faut délivrer la terre des grands méchants. Les graphismes sont assez sympathiques, ils tirent parti de l'iPad Pro, je vous le recommande. Merci Paul. De mon côté, mon coup de cœur, c'est très simple. Regardez, c'est la dernière clé Lightning de ces SanDisk. Elle est toute fine. Un nouveau design pour la Expanse Flash Drive, plus compact. Un port désormais USB 3, donc plus rapide. Et donc, vous avez le Lightning sur le dessus. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile à transporter que la clé qui était assez massive auparavant. Donc, plus de débit. Mais ce qui est vraiment original sur cette nouvelle génération de clés de chez SanDisk,
c'est son application mobile. On l'avait déjà bien appréciée auparavant car elle permettait de lire tous les formats de vidéo sur votre iPhone et c'est souvent un problème puisque vous savez que l'iPhone est limité uniquement à des formats comme le MP4. Si vous avez du AVI ou du MKV, c'est pas possible de les lire. Maintenant, avec l'application, c'est possible. Et puis surtout, une fonction très originale, c'est que si vous prenez des photos et que vous n'avez pas de place sur votre iPhone, pas de panique, vous branchez la clé en Lightning et vous enregistrez les photos directement sur la clé. Ça, c'est assez innovant et original. Ça s'appelle donc le X-Point Flash Drive de SanDisk et ça coûte à partir de 50 €. Vous savez que la mémoire, elle est vraiment facturée au prix fort chez Apple. C'est vraiment un outil très utile. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 227e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Paul dans cette émission. Tu reviens quand tu veux. La semaine prochaine. Bon, on va voir ce qu'on va parler. On ne sait pas trop encore. Peut-être on reviendra sur on le réfléchit. Huawei P9 peut-être la semaine prochaine. Ouais, ce qui serait pas mal, c'est que 9to5 Mac nous fasse le coup du MacBook comme l'année dernière, mais avec les MacBook Pro de cette année, qu'on puisse s'amuser un peu. Ouais, on aimerait bien pouvoir vous présenter des nouveaux Mac, mais ça tarde. On aura peut-être le MacBook en plateau la semaine prochaine. Thierry, ça fait un plaisir de te recevoir. Mais moi aussi. Tu reviens quand tu veux. Absolument. Bon, il y avait toujours avec l'iPad Pro. Bah oui. Le PC, c'est fini. Ouais, complètement. Driss, tu es prêt à partir? Les affaires sont prêtes? Écoute, tout est prêt. Bon, on dans te les félicite starting à l'avance et on te souhaite plein de courage et tu embrasses la maman pour nous et encore félicitations. Merci. Voilà. Et Christophe, tu reviens également quand tu veux, ça te fait un vrai bonheur, un vrai plaisir. Super, merci beaucoup à vous tous. Voilà, à bientôt Christophe. Et quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.